suis Virginie Routaboul et je suis chargée de relations adhérents au sein de Digital 113 et en charge des sujets liés à l'international. Digital 113, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui fédère et rassemble les acteurs faiseurs du numérique sur le territoire de l'Occitanie et sur la dimension donc du coup territoriale, tant régionale, nationale que internationale. Et sur la partie internationale, du coup, on met en avant un pays par chaque année. Et cette année, c'est les États-Unis. Et pour pouvoir justement mettre en œuvre des actions opérationnelles, nous sommes cette année en partenariat avec l'agence ADOC. Et donc, du coup, je vais donner la parole à Angélique Cacheux. Oui, bonjour, vous ne me voyez pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Angélique Cacheux, chargée de mission export pour la tech et le numérique pour l'agence ADOC. Donc, effectivement, j'ai une casquette très internationale. Je travaille avec Stéphanie de la Maison de New York qui s'introduira ensuite sur le marché US. On fait pas mal d'actions, événements à l'international. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le marché américain ou plus largement sur l'international, n'hésitez pas à me contacter. Et Stéphanie, donc du coup, de la Maison de l'Occitanie à New York, vous êtes chanceux parce qu'en Occitanie, il y a des maisons et des bureaux à l'international, pardon, qui reportent justement à l'Agence de développement économique et on travaille main dans la main avec chacun des chargés selon sa filière sur le volet tech et numérique. Je travaille main dans la main effectivement avec Angélique. La Maison de l'Occitanie à New York, c'est 2 personnes à temps plein et on travaille majoritairement sur le vin, l'agroalimentaire, la tech et la santé. Dans la santé, biotech, medtech en particulier. On démarre sur le programme? Ouais, oui. Alors, oui. Alors, du coup, je vais reprendre la parole juste pour vous rappeler, hein, vous avez été destinataire de mails, pardon, pour certains, et d'autres nous rejoignent. Donc, en effet, nous proposons une série d'informations, de webinaires pour voilà, aborder plusieurs sujets différents. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet autour du profil du consommateur tech américain et la stratégie de marque à adopter pour pouvoir le capter, je dirais. Mais prochainement, nous aurons le 13 mai, nous aborderons la stratégie, je dirais, commerciale aux US. Puis le 20 mai, on aura un webinaire vraiment dédié à une learning expédition à New York qui est organisée sur 4 jours au mois d'octobre. Donc, ça sera un webinaire dédié sur ce sujet-là. Et en juin, on aura également un webinaire qui va aborder les enjeux économiques des États-Unis. C'est d'ailleurs un webinaire qui sera réalisé dans le cadre du Club USA. Sur ce dernier sujet, je vais de nouveau passer la parole à Angélique qui pourra vous en dire plus. Oui, donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le programme international que l'on mène en partenariat avec Digital 113. Donc, les ateliers que vous a présenté Digital 113. Effectivement, il y aura un webinaire qui sera consacré en juin dans le cadre du Club USA Occitanie. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu un lancement qui s'est fait dernièrement. Idem, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter à ce sujet. Et le point ultra important qu'il faut que vous notiez à vos agendas, c'est effectivement la Learning Expedition que nous organisons en octobre prochain avec la Maison de New York. Cette Learning Expedition, c'est pas la première fois qu'on le fait, ça sera la 3e édition. L'objectif d'une Learning Expedition comme celle-ci, c'est de vous propulser, d'accélérer votre connaissance sur le marché US, mais pas seulement, votre prochaine étape sur l'internationalisation sur ce marché-là. Ça vous permet de gagner du temps, gagner des contacts, gagner du réseau. Nous, l'idée, c'est qu'il y a une présélection qui se fasse en mai-juin avec Steph et Digital 113 sur les candidats pour octobre. On va vous diffuser une petite vidéo teasing pour que vous puissiez en prendre connaissance. Vous avez l'ensemble là des informations de ce qui se passe durant ces 4 jours intenses, la semaine du 20 octobre. Voilà, notez-le à votre agenda et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a juste un mot avant de diffuser la vidéo pour vous dire aussi que le programme qu'on propose, c'est pas un programme qu'on fait chaque année, même si les journées sont à peu près calibrées de la même façon, mais il est surtout très à l'écoute de vos besoins. On fait vraiment un one-to-one à chaque fois et on demande des wishlists, des gens que vous avez envie de rencontrer. Ah, voilà, on essaie de compiler ça dans un programme avec Angélique
pour vraiment être au plus proche de vos besoins. Donc, on n'est pas sur une learning expédition un peu touristique où vous allez rencontrer des grands Google, et ça, c'est chouette par ailleurs, mais on est vraiment très proche de vos besoins et on essaye de faire en sorte que soit il y ait des deals à la fin de cette learning expédition. C'est pas la promesse, mais ça peut en tout cas, et on le sait parce que ça s'est réellement passé, soit c'est aussi, encore une fois, l'occasion d'avoir les bons contacts des bonnes personnes en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, effectivement, le film de la première édition qu'on avait fait. Cette semaine, la tech à New York était aux couleurs de l'Occitanie. 16 personnes sont venues pendant 3 jours pour explorer la ville, mieux comprendre l'écosystème d'innovation. Ce soir, nous avons fait une pitch night devant des investisseurs, des business angels et des personnes connectées dans le monde de la tech. On met vraiment les entreprises en situation dans la vraie vie, les vraies opportunités, voilà, tout ce qui peut faire que demain, leur développement, ça passera aussi par l'international. Et en fait, il y a eu un programme très bien huilé, très complet, avec des interventions, de l'expérience, des professionnels. Et personnellement, sur mon métier, j'ai beaucoup appris en très peu de temps. Et je pense qu'on doit être très fiers de nos entrepreneurs, de notre écosystème et de tous les outils que la région nous met à disposition, notamment ADOC et clairement cette maison de l'Occitanie ici à New York. Et en fait, ça nous galvanise. Je crois qu'on est tous hyper motivés du coup pour avancer, pour explorer ce marché qui est assez fantastique. On a rencontré des gens incroyables cette semaine. Amazing comme disent les Américains, mais c'est vrai. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment en profiter. On a cette chance en Occitanie d'avoir cette maison. Et vous, chefs d'entreprise en croissance qui souhaitez toucher le marché américain, allez-y, foncez. Donc, sans plus tarder, on démarre sur vraiment le cœur du sujet. Et avant de démarrer, je suis vraiment ravie d'accueillir avec nous Bérengère Ferrier, qui est avec nous. Je vais te laisser te présenter, Bérengère, pour que les gens, pour que nos auditeurs aient une bonne vision. Super, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Bérengère Ferrier, ma société c'est Revive Brands. Je l'ai fondée il y a 10 ans sur Los Angeles et je suis depuis 5 ans à la fois en Europe et aussi aux États-Unis pour développer les deux continents. On fait du conseil en stratégie, marketing, on est focus sur les marques. J'ai une équipe. J'ai une dizaine de personnes à peu près avec moi qui travaillent. Et donc en fait, je suis ici pour donner un éclairage sur le marché américain puisque je le connais très bien depuis 10 ans maintenant. Et comme je pratique ce métier de marketing, strategy and advising depuis 20 ans, donc j'ai des méthodes assez rodées et donc je suis ravie de témoigner sur des cas concrets ou des méthodologies qui peuvent vous aider en tant que jeunes entreprises qui cherchent à s'adapter au marché américain. Super. Tu ne l'as pas dit, mais Bérengère, tu es toulousaine et ça, c'est très important. Donc, je suis dans le sud-ouest américain à Los Angeles et dans le sud-ouest français à Toulouse. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Et vraiment, n'hésite pas, tu vois, pendant la présentation, là, on va vous passer quelques slides vraiment pour rentrer vraiment dans le sujet, bien comprendre le consommateur tech américain. J'ai travaillé cette présentation sur la base de plusieurs rapports. En fait, je me suis aperçue que, et en discutant avec Bérengère, elle me disait oui, c'est incroyable. Il y a de la ressource en ligne absolument dingue. Des cabinets du type Deloitte, KPMG, PwC, qui vous donnent vraiment accès à des études très récentes et hyper ciblées. Donc, toutes les sources, en tout cas, de tous les chiffres que vous allez avoir sont disponibles, puisqu'on va vous envoyer ces slides. Je vous ai mis toutes les sources, vous avez tous les liens. Et en fin de document, vous avez accès à une bibliothèque où vous avez tous les rapports, je vous ai tout téléchargé et tout est disponible pour vous. Les slides, elles sont aussi construites pour vraiment faire en sorte que vous ayez de la data, vraiment des chiffres à citer sur lesquels vous pouvez vous reposer pour construire aussi à votre tour des argumentaires. On va vraiment creuser un peu là plusieurs choses, à commencer par vraiment se dire qui est le consommateur américain, qui est l'acheteur vraiment, le consommateur dans l'innovation, donc des produits tech de manière générale. On va faire d'abord un premier comparatif avec l'Europe parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à la fois communes et qui changent aussi dans les comportements d'achat. On va regarder plus en profondeur le
vraiment le profil de l'acheteur, qui il est, les comportements d'achat et du coup, par quoi il est influencé. Et c'est aussi quelques planches qu'ils se veulent B2C et aussi B2B. Donc, on va voir un peu le B2B, comment ils achètent et les choses aussi sur lesquelles il ne faut pas se tromper et sur lesquelles aussi il va falloir communiquer. Et ensuite, quelques cas, 2-3 cas de réussite aux États-Unis, d'acteurs tech français qui ont hyper bien réussi et quelques cas d'échecs. Voilà, donc sans plus tarder, on va démarrer sur vraiment le consommateur américain versus le consommateur français, le pouvoir d'achat, l'adoption et vraiment la culture de l'innovation. La première chose, du coup, c'est là, je vous ai fait les deux personas, d'accord, américains et français, et un peu comment ils se positionnent. La première chose, donc, c'est que le consommateur américain, il évolue dans un contexte socio-économique qui est vraiment différent de l'homologue européen, français. Du coup, ça influence son comportement, ses valeurs, etc. Première chose, c'est le pouvoir d'achat qui est plus élevé. En 2023, on parlait de 87 000 $ par an pour un Américain contre 46 000 $ en France. Cette prospérité, il faut faire très attention parce qu'on a l'habitude de dire le marché américain, gros marché, ils ont de l'argent. Oui, mais cette prospérité, elle est quand même relative parce qu'ils ont une dépense de consommation qui est très élevée, même si d'un point de vue juste achat de biens technologiques, il est vrai que les Américains consomment plus par rapport à des Français, c'est dû aussi avec les crédits à la consommation qui rendent des achats plus facilement disponibles. À titre de comparaison, du coup, un ménage français va être beaucoup plus sensible au prix. Et moi, je le vois, par exemple, quand je regarde un peu la télé française, les publicités sont axées que sur du prix. Et ça fait des années que c'est comme ça. C'est beaucoup moins le cas ici. Le consommateur français va aussi chercher la durabilité, ce qui est moins le cas ici. L'écart de richesse, il a quand même tendance à se creuser depuis il a tendance à se creuser. Donc ça, c'est les Américains les salaires augmentent et les salaires stagnent quand même en Europe et en France particulièrement, ce qui fait aussi la dynamique domestique de ce marché intérieur qui est une dynamique économique qui est hyper dense. Sur les valeurs culturelles, le consommateur américain, il est réputé pour être plus pragmatique, il est tourné vers l'innovation par rapport au consommateur moyen européen. D'accord ? Il est prêt à acheter, il est ce qu'on appelle early adopter, donc il n'aura pas peur de prendre le risque d'acheter une nouvelle technologie, un nouveau device et d'aller le tester. L'Européen, il sera un peu plus prudent, il est aussi très prudent vis-à-vis de à qui il achète et est-ce que cette société, comment elle va traiter mes données personnelles? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles le consommateur européen et français est beaucoup plus sensible. Je pense que je ne vous apprends rien, mais c'est vraiment intéressant de le remettre en perspective et on a des datas qui nous démontrent ça. Une différence aussi importante néanmoins, c'est le patriotisme économique. Donc évidemment, on est en plein dedans en ce moment. 70% des Américains estiment important d'acheter un produit made in America. Et ça se traduit évidemment par un attachement aux marques nationales plus important. Le made in France est apprécié en France, mais avec, encore une fois, il y a tellement des géants de la tech américains que voilà, on ne va pas chercher du made in France dans la tech ou en Europe, puisque les géants américains sont là. Et si on regarde un petit peu les comportements, je trouvais que c'était intéressant de se dire, là, par exemple, on a l'arrivée de l'IA, c'est une révolution. Comment est-ce que justement ces deux consommateurs répondent et adoptent en fait ces nouveaux outils? Et là, c'est intéressant parce que les études nous montrent qu'en fait, donc sur le plan de l'adoption, les Américains ont été des early adopters, ils ont été plus précoces. Mais encore une fois, cet écart, il est très réduit avec plusieurs facteurs. La première chose, c'est le taux d'équipement et l'usage de manière générale numérique. Il est équivalent, d'accord? Donc, le taux d'utilisation, par exemple, d'Internet, c'est 94%. En Europe, c'est 92%. Voilà, c'est la même chose. Si on regarde, par exemple, la pénétration du marché des smartphones, c'est quasiment identique, 85% en Amérique, en Europe, etc. Voire même, il y a des études qui montrent que les réseaux sociaux sont presque plus utilisés en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Et ça, c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas une couverture numérique partout aux
aux États-Unis, il y a encore plein de zones blanches, puisque c'est un marché c'est un pays plutôt avec une géographie qui est assez complexe parfois. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est ce stéréotype de dire qu'on a 10 ans de retard en France sur l'adoption de nouvelles technologies. C'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et ça, vraiment, enlevez-vous de ces clichés-là. La seule distinction en fait qui subsiste, c'est la vitesse d'adoption. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'encore une fois, les Américains, dès que ça sort, ils y vont. Les Français, ils attendent. En revanche, dès que c'est un carton, ils y vont encore plus fort que les Américains. Exemple, Netflix. Enfin, il y a plein de... Voilà, l'arrivée de Netflix en France, ça a été fulgurant, mais parce que ça a été prouvé aussi aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment intéressant, encore une fois, à bien garder en tête. Les chiffres qu'on a, en tout cas, sur les early adopters, donc vraiment les gens qui vont acheter directement des nouvelles techno, aux États-Unis, c'est 18%, vraiment, qui vont aller acheter le dernier casque Apple anti-son, etc. Par rapport, on a une étude uniquement sur le Royaume-Uni où on est à 11%, sachant que le Royaume-Uni répond plus à des comportements qui tendent vers les comportements anglo-saxons, donc américains, plus que les latins de l'Europe, France, Italie, Espagne, où on est encore moins adopteurs. Et moi, je l'entends quand j'ai plein de startups qui me disent, ben vraiment, aux États-Unis, on sent bien que les gens sont prêts, donc B2B ou B2C, à davantage essayer, c'est une bonne idée, je veux bien essayer, alors qu'en France, on a des comportements un tout petit peu plus suiveurs. Voilà, donc gardez bien ça en tête, mais faites pas des généralités sur une Europe beaucoup plus lente, beaucoup plus vieille, etc. Là-dessus, c'est pas du tout vrai. Les marchés sont vraiment dynamiques à tous les niveaux en Europe. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le profil, donc 3 adjectifs importants à retenir. Le consommateur, il est ultra connecté, exigeant et il est volatile. Je pense que c'est un peu ce qu'on a tous en tête quand on parle du consommateur américain. Et donc, du coup, on va rentrer dans le premier volet. Donc, ultra connecté, vous avez encore une fois des chiffres que vous pourrez aller regarder avec toutes les sources que vous avez à disposition. Mais en tout cas, l'étude de Deloitte, donc elle nous montre qu'un Américain passe plus de 8 heures par jour en ligne, dès son réveil le matin, avec des jeunes générations qui vont jusqu'à 9 heures par jour. Donc, c'est vraiment énorme. Ils consultent leur smartphone 144 fois par jour. Ils se connectent. Voilà, ils sont 7 sur 10 sur tout le marché à se connecter régulièrement sur le web. Le marché américain donc, possède de nombreux appareils connectés. Et le panier un peu moyen par an, c'est $760. Donc, ça, c'est intéressant à garder en tête, avec donc du hardware, donc vraiment des devices, hein, téléphone, tablette, etc., une montre, ce que vous voulez. Et puis aussi, il y a la partie service numérique, qui est beaucoup plus cher qu'en France pour le coup, qui est estimée à peu près à 175 par mois en service numérique. Donc une hyper connexion, et notamment, encore une fois, sur les nouveaux outils aussi, puisqu'ils sont déjà... ils sont déjà très nombreux à avoir adopté des outils de génération d'IA, etc., etc. Il est exigeant, ce consommateur. Donc, les études nous montrent... donc, en fait, il est exigeant parce qu'aussi, il faut imaginer qu'il y a une offre qui est pléthorique. D'accord ? Le marché des États-Unis est concurrentiel. Les gens du monde entier ont envie de conquérir ce marché. Donc, il y a une offre qui est très abondante. Et donc, il a aussi cette exigence parce qu'il peut choisir. Donc, il y a vraiment une étude, là, pour le coup, c'est PwC qui nous dit que plus de 1 consommateur sur 2, donc 55% des consommateurs américains cessent d'acheter une marque après vraiment plusieurs expériences. Et 8%, et c'est assez élevé, dès la première expérience négative. Donc ça en dit long sur un peu votre exigence à vous en termes d'excellence opérationnelle sur des sujets qu'on va aborder tout à l'heure, le service client, etc., par exemple. Donc, gardez ça en tête, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ça, c'est vraiment très important. Attendez, je regarde, une approche personnalisée. Voilà. Et évidemment, dans l'exigence aussi, ils veulent une approche personnalisée. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui ressort. On a de plus en plus de data qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est hyper important aussi d'avoir une approche la plus personnalisée possible en fonction des offres que vous allez pouvoir leur faire. Il est volatile. Volatile, ça veut dire qu'il va changer, il peut changer de marque du jour au lendemain, et c'est un peu la continuité d'être exigeant. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas de loyauté particulière.
il est volatile, il va aller chercher d'autres marques. Et il va aller chercher, donc l'infidélité, elle s'est particulièrement montrée au moment du Covid. 75% des consommateurs ont adopté effectivement des comportements différents. Donc, ils peuvent switcher voilà, d'une marque à une autre sans problème. Selon McKinsey, donc 36% ont essayé une nouvelle marque de produit et 3/4 des consommateurs se disent prêts à essayer des nouvelles marques tout le temps, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, important de se dire, il faut que dans la différenciation, vous, par rapport aux autres, si vous apportez une expérience plus importante, c'est là où il va rester. C'est vraiment là où, enfin, ça fera vraiment la différence. Donc ça, c'est aussi très important pour vous. Et je voulais vous apporter aussi un tout petit éclairage. Donc là, on parle uniquement du marché des téléphones portables. Il y a des marchés, certains marchés sont plus matures, tels que le téléphone portable. Et en fait, ça traduit aussi quelques notions quand même de seconde main, un marché, enfin voilà, avec un cycle de vie qui est plus long sur certaines catégories de marché. Par exemple, l'entreprise Back Market que vous devez bien connaître, qui fait tout le reconditionnement de téléphones, est arrivée il y a 10 ans aux États-Unis, donc il y a un vrai marché. C'est pas vrai, encore une fois, on va le voir sur l'ensemble du territoire, mais voilà, gardez en tête qu'il y a des marchés sur lesquels ils vont moins chercher les upgrades, ils vont moins avoir de FOMO. Vous savez, FOMO, c'est la fear of missing out. Ça veut dire, avec Apple, ça fonctionnait très bien il y a quelques années de dire, mais je veux passer de l'iPhone 6 à l'iPhone 7 parce que juste, il y a un service en plus, il y a 3 caméras et ça, je ne l'ai pas et ça m'énerve. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est moins le cas. Même les annonces de Google se font moins de façon comme ça. Une fois par an, il faut aller chercher son nouvel iPhone. Ça fonctionne moins. Et ça, c'est tant mieux pour, j'ai envie de dire, la planète de manière générale. Voilà un peu le profil. On va regarder un peu les comportements d'achat. Alors, les comportements d'achat, je me mets juste sur ma slide, voilà. Ce qui est important, c'est la première chose. Sur cette slide, la partie gauche, la partie droite. Le parcours d'achat, gardez bien ça en tête, il est hyper documenté en ligne. Et là, je vous ai mis les logos pour que vous puissiez aller voir directement toutes les sources. D'abord, il y a les avis, évidemment. Les avis, vous les retrouvez sur des notes du type Google, mais aussi Trustpilot, par exemple, qui est très utilisé aux États-Unis. Ou alors, ils vont aller chercher du tuto. Donc, ils vont aller se former sur une nouvelle techno ou un truc où ils n'y connaissent pas grand-chose pour avoir des influenceurs qui leur parlent d'un produit. Ils vont aller aussi voir sur Reddit. Reddit, je ne sais pas si ça vous parle. Ici, c'est vraiment un référentiel. C'est un blog, en fait, où il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, c'est un blog à l'échelle géante avec évidemment plusieurs thématiques. Et là, il y a des discussions entre consommateurs. Et pour tout ce qui est social listening, c'est-à-dire vraiment lire un petit peu et essayer de comprendre un petit peu les émotions de vos consommateurs, c'est très intéressant à aller lire. C'est intéressant pour aller lire aussi, pour avoir des retours de vos produits, par exemple, s'ils sont déjà référencés de façon importante. Et puis, il y a tous ces comparateurs aussi que vous allez pouvoir voir. Donc, très documenté. Donc, ça, c'est important pour vous en termes d'un peu de sources et de ressources. Il est aussi très influencé, encore une fois, sans surprise, hein, les millennials particulièrement. Alors, la Gen Z, particulièrement. Les millennials, par exemple, ils attendaient les keynotes Apple comme jamais pour vraiment derrière acheter leurs produits. La jeune génération, ils sont très influencés par TikTok, YouTube, voilà, les réseaux sociaux de manière générale. Il y a une étude qui montre qu'il y a un Gen Z sur 3 qui achète une fois par jour sur les réseaux sociaux. Donc ça, le live shopping ou le social selling est vraiment très important. Une notion que je voulais aborder vraiment sur le prix, parce qu'en plus, en ce moment, c'est quand même d'actualité. Le prix, les Américains sont prêts à acheter plus cher si ça répond à 3 grands critères. Est-ce que c'est une vraie inno? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités du coup qui sont avancées et qui sont différentes par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a derrière une marque hyper avec une grande notoriété, hein, les géants de la tech par exemple? Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, voilà, est-ce qu'il y a une réputation de la marque particulière? Donc, ils iront acheter ou pas hein, si la réputation n'est pas bonne. Et encore une fois, l'expérience. L'expérience utilisateur, il faut qu'elle soit supérieure. Et là, ils sont prêts à mettre de l'argent.
Après, je voulais vous faire évidemment une parenthèse sur ce qui est d'actualité ou pas, parce que donc il y a 2 jours, Donald Trump a annoncé des droits de douane provenant du coup pour tous les produits provenant de l'Europe, donc fabriqués en Europe à hauteur de 20%, et en Chine, vous avez peut-être aussi des produits fabriqués en Chine, donc là c'était 34%. Il a suspendu les droits de douane, je crois pour tous les pays, mais encore à vérifier, pour 90 jours. Néanmoins, c'est une obsession de Donald Trump, à mon avis. Il va y en avoir, mais j'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, il faudra vraiment être attentif à tout ce qui se passe. Pour vous dire qu'on détecte déjà trois comportements d'achat vis-à-vis de ces. Enfin, il y a eu des études qui ont montré qu'en gros, soit il y aurait un report des achats, ça va évidemment ralentir la croissance, soit il va y avoir des recherches d'alternatives. Et c'est là où le Made in France pourrait sortir un peu du lot. Ça pourrait être, du coup, enfin, un super argument. Et puis, des achats anticipés. Là, on le voit, hein, les gens font un peu leur stock. Voilà pour la partie un peu prix, mais gardez en tête que c'est important si vous avez une innovation particulière, en tout cas. Ce qui est très important aux États-Unis, on le dit tout le temps, ça n'est pas un bloc homogène. C'est un pays avec 50 États différents et avec des comportements vraiment qui sont assez différents. Vous avez une carte ici qui vous montre l'engagement digital. Globalement, les 2 côtes sont très connectées et très digitalisées. Et ça, en fait, ça se traduit vraiment par une approche, en tout cas, de communication pour vous qui va être différente. Vous allez peut-être, je vous ai mis la flèche là, peut-être dans le milieu du pays, le Midwest, là, utiliser par exemple plus la télé ou Facebook, où ils sont sur des canaux un tout petit peu plus anciens, alors que les 2 côtes, hein, entre New York, chez moi, et chez Bérangère à Los Angeles, là, ils sont vraiment digitalisés et ils vont vraiment aller chercher de l'innovation et puis vraiment de l'information sur les nouveaux réseaux sociaux. Il y a quand même une tendance d'homogénéisation, hein, il ne faut pas non plus voir ça comme une grande dichotomie, mais c'est quand même une réalité. Et comme en fait sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi acheter en fonction de là où de votre ciblage, et ça peut être un ciblage géographique, c'est là où c'est intéressant d'avoir l'info sur à qui il faut miser. Je passe très vite là-dessus. Les grandes tendances, en tout cas, des consommateurs sur l'expérience, ça, c'est très important, gardez-le en tête. C'est 3 choses, c'est 4 choses. Ils veulent voir dans leurs produits plus d'IA. Donc, le conso, il va aller vraiment chercher de l'IA. Il va aller chercher de l'hyper-personnalisation dans le contenu, dans les offres qu'on va lui pousser. Il veut avoir justement, du coup, une expérience avec un parcours très personnalisé, du coup, sans accroc, sans friction. Il veut que tout soit facile et personnalisé, encore une fois. Et puis, vraiment avec de la donnée et avec un contenu qui est inspirant et qui lui parle à lui, quoi. Voilà, je passe à la partie plutôt B2B. Et on va revenir sur ces notions avec Bérangère. Je vais un peu vite, mais parce que je veux vraiment parler, avoir une discussion avec Bérangère. C'est notre experte aujourd'hui. La partie B2B, le grand message, en fait, c'est vraiment les attentes. Quand vous devez bâtir vraiment un modèle, ce qui est vraiment important, c'est de vous dire qu'il y a des comportements d'achat qui tendent vers, en gros, est-ce que je fais confiance à cette entreprise pour mon business ou pas? Et là, ça se traduit par plusieurs piliers qui sont notés, donc compétences et intention, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est 3 grands insights majeurs, en gros. C'est que l'expérience, encore une fois en B2B, l'expérience doit être de qualité. Ça, c'est un levier essentiel dans la confiance. Il faut offrir vraiment une expérience exceptionnelle. Il faut fournir, du coup, un service parfait avec des produits additionnels à pouvoir acheter, donc une recommandation de marque aussi. À l'inverse, évidemment, une mauvaise expérience va pouvoir très vite vous déconnecter de la personne et ils vous lâcheront très très vite. Il y a très peu de contrats ici qui engagent sur une durée longue, donc il y a aussi de la volatilité, encore une fois, si la confiance est rompue. Donc gardez bien en tête, pour le B2B, il faut bâtir de la confiance, d'accord? La deuxième chose, c'est vraiment, il faut envoyer de l'innovation est vraiment importante.
Ça, c'est un facteur qui va renforcer la confiance. Et aussi toute la partie sécurité et conformité. Il faut que vous soyez capable de leur dire, vos données, on va les traiter, elles sont sécurisées, etc. Et donc, je vous ai remis les quatre grands points sur lesquels ils vont venir vous chercher. C'est capabilities, ça veut dire vraiment votre capacité à traiter le besoin et de le faire, encore une fois, avec une exécution parfaite, d'accord, pour une bonne expérience, mais surtout pour bâtir de la confiance. La notion de reliability, c'est vraiment la façon, encore une fois, c'est la confiance qui va pouvoir mettre en vous et votre légitimité aussi à pouvoir apporter ce service. De la transparence, donc ça c'est hyper important, notamment sur tous les aspects sécurité, où sont les serveurs, comment on traite la donnée, et le côté évidemment humain, parce que on traite quand même de personne à personne, et c'est aussi votre côté humain qui va vraiment payer dans ces cas-là, votre rapidité de réponse, vos réponses complètes. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, bâtissez de la confiance. Je vous passe rapidement sur ces études, mais vous les aurez pour la... Juste Stéphanie, Ouais. si tu reviens sur le slide précédent, parce que ça recoupe ce qu'on fait nous quand on travaille sur une marque et la façon dont elle est perçue par son audience, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est valable pour les deux. Ces deux grands groupes, la compétence et intention, recoupent aussi deux dimensions sur lesquelles on travaille sur les marques, qui sont la valeur perçue rationnelle d'une marque, c'est-à-dire c'est solide, c'est technique, c'est fiable, il y a une vraie valeur ajoutée, ok? Donc ça, on fait en sorte que quand on travaille en marketing, pour être sûr que les cibles marketing, dont le consommateur, B2B ou B2C, peu importe, perçoivent au moins cette valeur rationnelle, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est plutôt de la perception irrationnelle, immatérielle, sur de l'attachement. Donc cet attachement peut être parce qu'on raconte une belle histoire, parce qu'on fait appel à l'émotion, parce que on va travailler sur la fibre sensible, parce qu'on va mettre en scène des consommateurs ou des scènes qui font appel à l'émotion. Et donc ça, c'est important de l'intégrer, c'est de dire ce n'est pas parce que j'ai un bon produit qui va se vendre. Le produit ou le service vont se vendre parce que je travaille sur ces deux dimensions et pas juste une seule. Voilà, donc je tenais juste à faire un petit rappel parce que finalement, ça recoupe aussi la façon dont on travaille sur les marques également. Voilà. Absolument. Et on va en parler juste après. La dernière slide de cette partie B2B, c'est vraiment pensez bien à tous les domaines d'application sur lesquels donc la communication, Bérangère vient de vous le dire, mais aussi vraiment pensez à votre service client et d'emblée. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit. On voit des startups arriver avec des produits vraiment tangibles à vendre sans avoir un service client en français, enfin en anglais plutôt, qui soit disponible sur des horaires uniquement français. Ça aussi, on le voit. Donc, sans avoir personnalisé ni une page, ni des outils, etc. Vraiment dans les investissements dans vos innovations aussi, et ça rejoint aussi la partie communication. Il faut vraiment communiquer là-dessus. Et puis, encore une fois, arriver avec une structure de sécurité très forte avant de partir sur le marché américain. Ça va plus loin que la communication, hein. Là, on parle vraiment de positionnement Ouais. de la marque, donc forcément de la façon dont l'entreprise aussi va se positionner. Faut savoir aussi qu'aux États-Unis, c'est quand même le pays du service, où le client est roi. Donc, tu parles du client, du service client, c'est essentiel. Essentiel. Et moi en 10 ans, j'ai eu énormément d'anecdotes sur le sujet. Je suis allée camper avec une tante qui était pas assez grande, enfin peu importe. J'ai voulu la ramener pour au moins avoir un discount pour en acheter une plus grande. On m'a carrément remboursé la première. Ouais. Oui, Donc, oui, oui. jamais tu fais ça en France. Et tu ne l'espères, je veux dire, j'espérais même pas. Donc, c'est vraiment le pays du service où le consommateur est roi et on ne cherche pas à discuter. On rembourse, on rend service, on remplace. C'est très important à intégrer. Pas juste justement dans du discours et et de la com, c'est vraiment dans le business model en lui-même, quoi. C'est important de le penser dès le début. Je voulais vous montrer quelques exemples et j'avais un discours de, je pense, 1 heure et demie là-dessus.
Je vous l'enverrai dans un PDF à côté parce que c'est des exemples intéressants que j'ai beaucoup creusés, notamment donc, des exemples de réussite, Kiriba, Content Square, Criteo. Encore une fois, je vous détaillerai tout ça, mais ils ont adapté leurs produits, leur communication, leur positionnement. Des exemples qui ont moins marché, je pense que vous les avez aussi en tête, Dailymotion, par exemple, Deezer. Ça, c'est des produits qu'on utilise beaucoup en France, qui n'ont jamais trouvé leur succès sur face de Spotify ou de YouTube. Et c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi ils ont échoué. Donc, encore une fois, je vous enverrai toute cette documentation. Je vais arrêter le partage et on va démarrer cette discussion avec Bérangère. Excusez-moi, sur 2 tableaux. Toulou. Voilà. Ça me permet de dire que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et que donc il y a eu un petit commentaire de Karine, mais qui était au moment, je pense, où tu parlais des taux de douane et tarifs douaniers qui ont été appliqués récemment. Oui, d'accord. Ok, merci Virginie. Hop. Donc effectivement, donc déjà toute cette présentation, toute l'information fournie, etc., toutes les sources, vous les aurez. Et si vous avez la moindre question, j'ai bâti moi-même la présentation, donc on peut en discuter sans problème si vous avez d'autres questions au cas par cas. Du coup, effectivement, avec toi, Bérangère, la façon dont on voulait rebondir justement sur les infos qu'on vient d'avoir du consommateur, que ce soit B2B ou B2C, ça appelle des questions un peu, d'abord stratégiques et opérationnelles. Et d'un point de vue un peu stratégique, tu vois, si tu peux nous dire un peu ta vision, toi, des choses sur les grandes différences entre quand tu construis une marque aux États-Unis et en France. Les choses, en tout cas aux États-Unis, un peu la checklist des choses prérequises sur la construction d'une marque. Alors, pour te répondre, pas de réponse en 2 minutes, mais je vais essayer quand même de faire court. Si tu veux, en général, donc on est sur notre marché domestique, donc on connaît notre consommateur. Après, tout est questionnable, hein, certains les connaissent moins que d'autres, mais on est censé en tout cas connaître la culture. Quand on part sur un marché que l'on connaît pas ou peu, il est important de faire un travail de recherche en amont pour adapter, y compris si on pense avoir un bon positionnement et qu'on est déjà successful sur son pays d'origine. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut rarement ou quasiment jamais copier-coller un concept pour le vendre aux États-Unis. Ça marche pas. Parce que les concurrents sont pas les mêmes, les tendances de marché peuvent varier, le consommateur est de cultures différentes, et en plus c'est un territoire très vaste, avec beaucoup de disparités, des classes sociales différentes de chez nous. Enfin, c'est vraiment. Donc, il faut juste déjà savoir que si on pense copier-coller ce qu'on fait en France ou en Europe sur les États-Unis, c'est voué à l'échec. Et ça, c'est 10 ans de recul et confirmation que c'est voilà, c'est vraiment le cas. Donc, si on veut s'adapter à ce marché américain, la première étape, nous, que l'on conseille, c'est d'étudier la concurrence. Parce que je vais être en face d'autres marques qui racontent toute une belle histoire, ont tous leur succès, ont tous leur... j'ai besoin de savoir contre qui je vais me battre. Très important, c'est la base. Donc, je commence par faire une recherche. Pas besoin de se rendre sur le terrain tout de suite pour faire ça, hein. C'est vraiment faire son homework avant, de même se déplacer en Learning Expeditions et je regarde quelles sont les marques équivalentes ou presque équivalentes à ce que je peux faire, y compris des produits de remplacement qui font pas exactement ce que je fais, mais je pense par exemple au sport. Si je veux créer des centres de foot à 5, nous, on a accompagné une marque sur le sujet, je vais regarder aussi ceux qui pratiquent d'autres sports, en fait, parce que c'est aussi de la concurrence. Donc, je regarde les principales marques qui existent sur ce marché que je cible et je vais regarder leur marque, c'est-à-dire le logo, les taglines, parce que c'est la façon dont c'est les 3-4 petits mots que chacun accole sous son logo et qui vont cristalliser leurs différences. Je vais regarder le texte About Us, la façon dont chacun se décrit. C'est très important. Alors, on le trouve sur LinkedIn, sur leur site ou dans un communiqué presse, peu importe. Et j'analyse tout ça déjà. Je démarre par ça. Parce que là, je vais avoir une meilleure idée de qui est en face de moi et comment ils se positionnent. Ensuite, je regarde les réseaux sociaux parce que selon leur notoriété, ils ont plus ou moins de followers sur différents réseaux. Je peux déjà savoir qui est plus développé que les autres. Et également, je peux identifier
que sur ce marché, dans ce pays, peut-être que Facebook est plus important ou que TikTok est plus important. Et encore une fois, ce ne sont pas toujours les mêmes comportements sur les réseaux sociaux d'un pays à l'autre. Je regarde aussi les designs des websites, parce que ça donne une idée aussi. Ceux qui se sont donné les moyens de présenter les choses bien, ceux qui sont clairement outdated, old school, etc. Ça me donne une idée aussi des bonnes idées que je vais pouvoir reprendre si je dois m'adapter à ce pays, etc. Bon, ça, en gros, c'est une première phase d'analyse qu'on appelle un benchmark compétition, concurrence, et marché tendance. Donc, pour les tendances qu'il faut surveiller, il faut que je parle avec des personnes. Tu vois, des experts, des gens qui sont déjà dans ce milieu-là, que je cherche des études, etc. Bon, cette première phase de boulot que nous on fait, qui est hyper fondatrice, ça permet d'identifier des opportunités de positionnement marketing. C'est-à-dire, je ne sais pas encore comment je vais me positionner en détail, mais je peux identifier s'il y a des créneaux, un angle spécifique qui n'est pas encore bien occupé, on va dire, et qui, moi, peut me donner une chance, tu vois, de faire la Et différence. Bérence, et t'as pas parlé du prix. Tu l'intègres le prix dans Alors, tout ou à pas? fait. Donc, soit on est assez structuré, on a des personnes en marketing produit qui peuvent faire cette analyse, mais sinon nous aussi il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse également. Si tu regardes le prix de ses concurrents pour essayer de savoir aussi si toi tu dois adapter ton prix. Euh, Est-ce que tu veux être plus cher et l'assumer? Et dans ce cas-là, il faudra amener quelque chose de plus que les autres. Parce qu'idéalement, tu ne veux pas te battre sur le prix. Si tu te bats sur le prix, c'est difficile. Tu feras moins de marge, moins de profit, tu auras du mal à te développer. Donc, idéalement, si on ne veut pas se battre sur le prix, il faut avoir une marque forte. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Pour avoir une marque forte, il faut déjà bien la positionner. Donc, déjà, contre qui je vais me battre. Ça, c'est la première phase. La deuxième, c'est à qui je vais m'adresser. C'est l'objet d'aujourd'hui, c'est que mon consommateur américain n'agit pas exactement de la même façon que mon consommateur français ou allemand ou bref. Donc, ça c'est pareil, c'est ce que tu as trouvé, Stéphanie, tu vois, c'est tu cherches des datas en ligne. Alors toi, tu as cherché des datas globales, si tu veux, sur le consommateur américain en général. Maintenant, si je suis, n'importe quoi, sur une application liée à la medtech, aux nouvelles technologies pour la santé, donc la health tech, pardon, bah du coup, je vais essayer de trouver des études sur le patient américain, tu vois. Et donc, on peut trouver des infos qui vont nous donner des pistes pour essayer de créer des typologies de consommateurs. On appelle ça des customer persona. Et on fait une page pour chacun où on essaie de représenter ce customer persona. Idéalement, on en fait 5, 6, 10 maximum, après c'est trop, pour essayer de se mettre dans la tête des cibles. Qui ils sont? Donc, quel est ce personnage de moyenne d'âge 40 ans qui habite dans un endroit plutôt urbain, qui est CSP+, qui a fait un peu des études. Bon, ensuite, quels sont ses critères d'achat? Quels sont ses pain points? Donc, on appelle ça aussi les points de frustration. Parce que ça va donner une idée de comment je vais pouvoir l'aider, en fait, ce consommateur. Et ça permet aussi d'identifier certains auxquels on n'avait pas pensé. Et donc de se dire, mais après tout, peut-être que je peux déjà entrer dans ce marché en touchant la cible des personnes âgées, puis ensuite je vais diversifier, ce genre de choses. Donc ça, c'est une deuxième étape très importante à faire. Et pareil, il n'y a pas besoin de se lancer dans des sondages auprès de 2000 personnes et de dépenser des milliers et des cents. C'est de la recherche, c'est de la synthèse. Je déconseille à ce stade-là d'utiliser le AI parce que l'intelligence artificielle, bon déjà au niveau de la source, faut que ce soit fiable, c'est pas toujours le cas. Deuxième chose aussi, c'est qu'une intelligence artificielle, c'est bien pour synthétiser quelque chose, mais ça ne va pas vous remplacer vous avec le fait de lire des articles, de lire des études et de discuter avec des vraies personnes pour ensuite vous faire une idée spécifique de ces consommateurs. Donc ça peut aider, ça peut donner des pistes, mais ça ne remplace pas un vrai travail de recherche et d'analyse, on va dire, humaine. Voilà. Et donc, suite à ça, on est mieux armé pour définir un positionnement marketing. Et le positionnement marketing, c'est la façon dont je veux être perçu dans 3 à 5 ans. Ça veut dire que ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui, on est d'accord. C'est je me projette dans l'avenir et face à ce landscape de consommateurs existants, de compétiteurs existants et à destination de ces cibles marketing qui m'intéressent, comment je vais me positionner pour prendre le leadership de mon marché. Alors aujourd'hui, c'est difficile à imaginer parce que je suis même pas sur ce marché, donc comment on prend le leadership
Mais l'idée d'un leader, prendre le leadership d'un marché, ce n'est pas juste je vais devenir le Google, la plus grosse boîte du marché. Un leader sur un marché, c'est celui qui montre la voie, c'est celui qui crée un nouveau modèle, c'est celui qui fait quelque chose que les autres n'ont pas su faire. Et donc, pour trouver cette position de leadership, il faut que j'ai des idées plus malignes que les autres. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut que je sache déjà dans quel contexte je vais m'établir. OK? Et à qui je vais m'adresser et qu'est-ce que je vais amener de plus que les autres. Le but, c'est d'avoir une longueur d'avance. Parce qu'il y a toujours des concurrents. On n'est jamais seul. En plus, aux États-Unis, c'est un marché encore plus grand que juste la France. Bon, après, si on compare l'Europe et les US, bon, on va dire que c'est deux grands marchés, mais clairement, on n'est jamais seul. Et si on est seul aujourd'hui, on ne sera pas seul demain, on sera copié. Donc, qu'est-ce qui fait que je crée une vraie différence? Euh, euh, ce positionnement marketing a pour but de me projeter. C'est une projection. Je m'imagine dans 3 à 5 ans et j'imagine la façon dont je veux être perçue. Si je formule ça sur une page, hein, c'est du texte, c'est un peu de rédaction pour nous, ça permet de se fixer un cap. Et attaquer un marché en utilisant la stratégie marketing et le branding, c'est justement pouvoir se fixer un cap. Le marketing, c'est un cap, c'est une direction. Si je sais où je vais, bah déjà, j'ai plus de chances d'y arriver, d'accord? Donc, ce positionnement marketing, je me le fixe, je le rédige, je me projette dedans, et ça va me permettre ensuite de raconter une belle histoire. Et cette belle histoire, c'est un discours 15 secondes, un discours 60 secondes, qui là, pour le coup, sont des discours communicants. Et donc, je ne vais pas changer, je ne suis pas obligée de changer mon produit en fait, mais je vais changer ou je vais adapter la façon dont je le présente, d'accord? Et avec des mots choisis soigneusement pour toucher ces bonnes cibles et faire la différence. Donc, c'est vraiment de la sémantique, tu vois? Et tout ça, il faut le faire avant même de se dire, tiens, je vais faire un site en anglais. Ou je vais faire une campagne Facebook AdWords, enfin Facebook Ads ou investir dans du AdWords. Euh, tout ça, ça vient bien avant. Parce que c'est seulement une fois que je suis claire là-dessus, que je peux décider de mes outils opérationnels qui vont suivre derrière. Est-ce que finalement, il faut vraiment que je fasse une campagne AdWords? Est-ce qu'il ne faut pas que je crée un réseau d'ambassadeurs ou de parrains, tu vois, tu vois, voilà. Est-ce que je peux juste, je me permets d'intervenir parce qu'on a un commentaire question de Karine de nouveau Oui. qui, par rapport à ces sujets-là, en fait, aborde la stratégie de l'océan bleu. Est-ce que ça peut être un lien ou est-ce que c'est ce à quoi tu penses ou est-ce que tu Je ouvrir ne le champ connais des pas cette possibilités? notion. Je connais pas cette notion. Karine. Voilà. Nous, en fait, cette méthode que je présente, c'est la façon dont on travaille et dont travaillent les grandes agences, en fait, de marketing et branding, qui est une méthode très itérative, si tu veux. Voilà. Donc, je connais pas, mais ravie de découvrir la méthode Blue Ocean. Mais en tout cas, ça, c'est pratiqué voilà, par les plus grandes marques, si tu veux. Peu importe le secteur, B2B, B2C, luxe, pas luxe, peu importe. C'est une méthodologie, on va dire, c'est fondamental, quoi. Voilà. Après, chacun peut le faire soi-même. Hein. Tu n'es pas obligé tu vois, de sous-traiter ce travail-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément d'agences qui savent le faire non plus. Mais l'idée, c'est de comprendre le principe. Le principe, c'est que tu peux pas faire un bon travail d'adaptation à un marché si tu n'es pas passé par ces étapes préliminaires. Parce que sinon, on peut tomber à côté de la plaque. Et donc, pas de copier-coller, c'est ce que tu dis, pas de traduction, réfléchir à un positionnement. Oui. Est-ce que néanmoins, tu vois, les valeurs d'une entreprise sont des valeurs communes où elles doivent elles aussi être adaptées, tu vois. Quand par exemple, les entreprises disent nous, on est convaincus, tu sais, toutes ces phrases qui commencent par we believe in this and that, on est convaincu que, et encore une fois, je rebondis aussi avec la vision que tu as, tu vois, à 3-5 ans, là où tu veux aller, le cap dont tu parlais. Est-ce que quand même, on peut avoir un cap, du coup, un peu différent entre l'Europe et les États-Unis? Est-ce qu'il faut en avoir un différent ou est-ce que quand même, ces ambitions doivent être communes? Alors, une marque doit être fédératrice. Donc, tu peux avoir une marque et ensuite adapter tes discours à chaque marché, mais les valeurs doivent être communes, doivent être fortes et doivent être centralisées. Parce que si tu utilises un seul nom, un seul logo, enfin, tu vois, une seule marque,
il faut que cette valeur perçue soit la même partout. En revanche, j'attire juste l'attention sur le fait que les beaux discours, c'est bien, mais le marketing, c'est du bon marketing, que si c'est un marketing de preuve et pas un marketing paillettes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, dans les années, je sais pas, 2010, je crois, tu sais, c'était la mode que toutes les startups disaient For a better world. Tu sais, on voulait tous améliorer le monde, tu vois. Et ça va une fois de l'entendre en pitch, une fois, deux fois, trois fois. Tout le monde veut rendre le monde meilleur. T'es là, ouais, bon, ça va. On a bien compris que tu voulais faire du profit. Donc le marketing paillettes, tu vois, qui te raconte une belle histoire, qui parle de bons sentiments, on a des valeurs, d'inclusion, nanana. Si on ne les prouve pas, ça n'a aucune valeur. Déjà. Donc, il faut se dire, il faut que je choisisse des valeurs qui me parlent vraiment, mais il faut aussi que ça se traduise dans des actes. Donc, la belle histoire que l'on raconte sur sa marque doit vraiment se faire sentir sur le terrain. C'est pour ça que dans le service, quand j'appelle quelqu'un, quand je vais sur le site, quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux, tout ce que fait la marque doit être cohérent. La cohérence, c'est le mot-clé. Et c'est là où les Américains sont meilleurs que nous. C'est parce qu'ils se donnent les moyens, c'est le pays du marketing, hein, ils se donnent les moyens de faire les choses bien et d'investir sur leur marketing parce qu'ils ont compris que quand tu vends bien quelque chose, quand tu le présentes bien, ça marche mieux. D'accord? Et donc, c'est cohérent, c'est beau, c'est bien designé et dans les moindres détails. Les marques qui réussissent, ce sont celles qui arrivent à faire ça, qui restent cohérentes. Elles ont un positionnement pertinent et tout est cohérent, visuellement, en action, en tout. Et donc, nous, on a tendance à parfois bricoler, pensant que ça suffira, ou parfois à retarder aussi parce que non, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, puis du coup on n'investit pas, bon, on perd des opportunités. Donc il faut se donner les moyens en marketing si on veut réussir. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans en toute humilité, en me disant, ouais, j'ai bossé 10 ans en agence, et donc je vais arriver dans le pays du marketing, donc je vais pas faire ma maline, je vais attendre un peu de voir comment ça se passe. Bon, finalement, on peut faire aussi nos différences parce que quand on a une approche rationnelle et sérieuse, on s'aperçoit que parfois le marketing ici peut être un peu de l'esbrouf, on vous vend du rêve et après, let's figure it out. Donc, on a quand même nos chances. Mais voilà, on est souvent trop humble, on a des super produits, mais on se dit oui, mais non, mais regarde l'autre là, il dépense des millions, là, moi je vais pas y arriver. Bon, donc il faut juste se dire, quand on n'est pas à armes égales au niveau du budget marketing, par exemple, hein, parce que voilà, je suis une start-up et je peux pas investir, je peux pas embaucher un senior en marketing pour m'aider, etc. C'est pas grave, il vaut mieux faire moins, mais bien. Et faire moins, c'est encore une fois poser. C'est comme construire une maison. Je vais pas me mettre à construire un mur parce que j'ai acheté un terrain. Je fais appel à un architecte, je fais les fondations. Enfin, déjà, je fais les plans, les fondations et ensuite je construis. Donc, une stratégie d'approche de marché, c'est pareil. Je me lance pas en disant, tiens, je vais attaquer les US, je vais mettre mon site en anglais et puis je vais envoyer quelqu'un à l'aventure et puis et hope for the best. Donc ça marche pas. Ok? Je prépare en amont pour être sûr que mon positionnement va pouvoir être adapté. Je regarde ce qui peut vraiment faire la différence et j'investis en fonction. Donc c'est une démarche plus réfléchie quelque part. Ok? Très clair. Et c'est vrai que je rebondissais sur le call de préparation où tu m'as dit vraiment des fois, enfin, ça peut ne pas coûter si cher que ça. Tu l'as dit juste avant, beaucoup de publications en ligne, donc faites vos recherches. Ça, c'est ton message, je pense, Bérangère. Et puis, ça peut ne pas coûter des investissements énormes, en tout cas dans cette phase en amont, de bien positionner, de bien connaître son marché, de bien connaître son audience. Tout à fait. T'as plusieurs façons. Déjà, on a de la chance en France d'avoir des aides et des structures comme la team France Export avec Business France, la BPI qui peut te financer un peu. Bon, les conseillers du commerce extérieur dont je fais partie, qui offront une heure de notre temps par-ci par-là pour conseiller des entreprises, ça s'appelle les CCE, les entreprises qui ont envie d'aller à l'export et on parle avec eux pour les orienter un peu. Donc, tu as déjà quand même la chance, tu vois, la Maison de l'Occitanie, tout ça, voilà, d'avoir des structures qui aident, qui accompagnent, qui guident. Mais bon, voilà, il faut juste se dire que, enfin, donc je donne l'exemple typique d'un client qu'on a accompagné dans le foot. Tu vois, donc c'est un entrepreneur français
qui a un centre de foot à 5 à Aix-en-Provence, tu vois, et qui trouve un investisseur. Et son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Il trouve des terrains à louer. Donc, c'est un commercial real estate broker, donc un agent qui lui trouve les terrains et tout ça. Et qui me dit, mais il faut que tu discutes avec eux parce qu'ils vont se planter. Je lui dis, bah pourquoi? Ils ont les moyens, ils ont pris des grands terrains. Il fait oui, mais alors la culture américaine, zéro. Et Ok. pour du foot, ben c'est pas gagné, quoi, parce qu'aux États-Unis, le foot, c'est pas le sport numéro un, tu vois. Et Ouais. donc, on les a accompagnés et en faisant justement ces différentes étapes de travail. Et la conclusion de alors en détail, enfin en résumé, mais la conclusion de l'analyse concurrence, c'était déjà de dire qu'en fait, il y avait quand même du foot à 5 ici. Mais bon, à part un grand principal acteur, les autres, c'était des petits qui vivotaient par-ci, par-là. Bon, ok. Et que les positionnements étaient pas foufou. Il y en avait un à New York qui était positionné sur le haut de gamme parce qu'il est sur des rooftops et il a des centres, tu vois, de foot à 5. Enfin, il a un centre de foot à 5. C'est un peu... ouais, il y a beaucoup d'expats qui y vont, tu vois. Mais du coup, il n'y a pas la population locale n'y va pas. Et là, le mec, il s'installe à LA, au fin fond de la vallée, avec une communauté latino. Enfin, tu dis, oh là, chaud, quoi. Et donc, en ayant analysé ce landscape concurrence, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des opportunités pour se positionner de façon un petit peu astucieuse et que même en étant un nouvel entrant sur ce marché, tu vois, le mec qui connaît pas les US ni rien, il y avait une carte à jouer. La deuxième étape d'analyse des cibles, du coup, qui vient ensuite, ça a été une révélation en se disant, OK, le foot, c'est pas le sport numéro un, mais dans ceux qui jouent au foot, on se rend compte qu'il y a beaucoup de filles qui jouent au foot. C'est pour ça que l'équipe américaine de foot, d'ailleurs, au côté féminin, elles sont hyper fortes parce que il y a tout ce contexte de athletic scholarships. Et tu vois, si tu fais pas ce boulot-là, tu peux le deviner. Et donc, les filles ici peuvent avoir plus facilement des bourses scolaires quand elles jouent au foot plutôt que baseball, basketball, parce que là, il y a déjà pas mal ben, forcément de garçons, tout ça. Donc, le foot, ici, c'est pay for play, la culture, c'est-à-dire qu'ils sont OK pour payer, alors que nous, on paierait 300 € à l'année pour une licence pour mettre son enfant, tu vois, dans un club de foot. Ici, c'est 300 par mois, tu vois, enfin, c'est 3000 à l'année, en fait. Donc, c'est une autre approche plus mercantile du foot avec des camps, des gold clinics. Donc les mecs, ils font des stages, enfin les gamins, ils font des stages pour acquérir de la technique. Enfin, c'est hallucinant. Ils font des camps, ils font des... Et donc il y a une approche très stratégique. Les parents sont derrière parce que ça permet de payer les études en fait, d'avoir des athletic scholarships. Donc, il y a tout un système que le client n'avait pas forcément bien identifié. Et surtout, on s'est dit, mais en fait, le foot ici, ça sera clairement masculin-féminin. Il y a même du coup des équipes co-ed, donc mixtes, etc. Et donc, on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas, il faudrait un concept plutôt inclusif où les gens se sentent chez eux, etc. Bon, bref. Et donc, tout ça aboutit à une reco stratégique pour définir un positionnement spécifique et un nom et une identité et tout un concept derrière. Et donc, c'est vraiment été une learning phase pour le client, qui, grâce à ça, aujourd'hui, est en train d'ouvrir son 3e centre et a pu lancer sa marque sans lancement officiel parce que c'était en plein Covid. Et il a ouvert comme il a pu et finalement, ça s'est rempli et ça marche et tous les terrains sont pleins. On a du mal à passer entre les allées. Enfin, donc, c'est vraiment une belle réussite. Mais clairement, ce succès serait moindre si la marque en elle-même n'avait pas un positionnement intéressant, axé sur la communauté, sur le partage, et ça s'est traduit visuellement. Enfin voilà, donc c'était important à faire. Les autres sont pas du tout là-dessus et vivotent, voire sont en train d'en racheter les concurrents maintenant. Donc tout ça pour dire, c'est Ouais, important, peu et importe le combien de fois secteur. combien de fois il est venu sur place pour se rendre compte de ça, juste tu vois, sur une année, tu vois, pour toute Alors, cette partie discovery. pendant cette partie du travail, franchement, il était venu pour visiter des terrains, mais parce qu'il avait quand même, donc il a trouvé un investisseur avec lui, donc il a fondé une structure aux États-Unis, donc les juridiques, pour ensuite pouvoir visiter des terrains, etc. Mais tout le travail de recherche que je Ouais, viens de citer se fait à distance, hein. voilà, se fait à distance. T'as pas Ok. besoin d'être sur place, hein. Nous, on l'a fait. C'était juste avant le Covid. Moi, je voyageais aussi entre les US et la France. On n'était pas, il n'y a pas besoin d'être sur place, en fait. Ok. Tu vois. Je voudrais Et par ouvrir. contre, on a, Ouais, pardon, mm, vas-y, Bérangère.
Non, par contre, ce qui est important, c'est de trouver des personnes avec qui échanger aussi. Nous, quand on travaille, c'est toujours avec des vertical advisors, d'accord? Donc des personnes qui connaissent ce vertical, ce domaine. Parce que c'est une méthodologie, mais derrière, c'est bien de discuter avec des passionnés. Donc ça veut dire que se déplacer, discuter avec du monde et tout, c'est intéressant aussi et ça peut être très, très instructif. Merci beaucoup. Je voudrais ouvrir un. Je sais qu'on a dépassé de quelques minutes, mais je pense que c'est important pour vous si vous avez des questions à poser sur votre propre marque, sur là où vous en êtes, s'il y a des points de blocage. Voilà, profitez de la présence de Bérangère pour pouvoir lui poser des questions. On va essayer de faire ça en quelques minutes. Pour l'instant, il n'y a pas de questions à l'écrit, si ce n'est un nouveau commentaire de Karine qui dit que, Oui. en fait, tu fais de la Ouais, stratégie qui en bosse. en fait, je voulais apporter une précision, puis une question également, j'en profite, Bérangère et Stéphanie. En fait, vous faites du Blue Ocean sans le savoir. En fait, Blue Ocean, c'est un rapport avec Red Ocean, qui est l'océan rouge. C'est l'océan où il y a plein de requins, où en fait la concurrence est extrêmement vivace. Et en fait, c'est comment je regarde mon marché d'une autre façon pour être dans le Blue Ocean, dans un nouveau marché. Et donc, par exemple, c'est Nintendo face à la PlayStation de Sony ou la Xbox de Microsoft, qui sont des super consoles de jeux. Et ils ont sorti la Wii un moment, donc, jouer sur le casual game, etc., où c'est le Cirque du Soleil qui a révolutionné le cirque parce que bah, les animaux, c'est des coûts de transport, et donc ils ont inventé un cirque sans animaux. Voilà, bah, ça, c'est du Blue Ocean. Voilà, c'était juste la Oui, petite oui, oui. aparté. Merci, merci. En fait, Voilà. nous, on parle aussi de changer les règles du jeu. C'est-à-dire effectivement, quand on se bat contre des trop gros et qu'on voit qu'on a peu de chance, autant changer les règles du jeu, se positionner différemment, voilà, pour avoir plus de chance. Voilà, ouais, tout à C'est fait. ça. Oui, Euh, oui. Mhm. Moi, j'avais juste une question. En gros, donc, moi, j'ai une startup qui s'appelle Sobri, qui est dans ce qu'on appelle le numérique responsable, donc la sobriété numérique. Alors, j'ai passé 10 ans chez Dell et 10 ans chez Microsoft, donc je connais un peu ce monde. Et en 2017-2018, il y avait un grand courant aux États-Unis sur les enjeux de la sustainability, en fait, et qui a un peu disparu. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur le marché de la sustainability aux États-Unis. Et l'autre élément, c'est est-ce que dans le B2B, les clients sont encore très sensibles aux terminologies de return on investment ou de total cost of ownership. Voilà, tous ces éléments de ROI, de TCO, voilà, de profitabilité générée. Je voulais avoir votre point de vue sur ça, en fait. Si Sustainability, avec le changement politique, ouais, voilà, on peut désormais distinguer la volonté de certains consommateurs et la volonté politique, je Oui. dirais. Et donc c'est un vrai problème. Bon, par expérience, par nature, j'ai l'impression quand même que ce pays est moins axé sur la sustainability que nous. On est moins Mm. conscient. Ne serait-ce que quand on passe devant des boutiques avec les portes ouvertes et la clim à fond, je veux dire, ça gêne personne, hein, bon, voilà. Maintenant, étant en Californie, on voit quand même Ouais, que certains consommateurs sont plus sensibles à ça, mais parce que c'est un État progressiste, bon, ouais, c'est ça. euh, mais c'est un pays de paradoxes. Donc, on va vouloir manger bio et en même temps, on va faire ses courses en voiture. Mm. Hein. Voilà, enfin, bon. Et puis c'est Amazon qui a racheté les Whole Foods ici, qui vendent tout ce qui est bio, quoi. Enfin, Amazon est pas quand même réputé pour être la plus grande entreprise sustainable, quoi. Donc, je dirais que c'est un pays de paradoxe, mais que chaque marque, que ce soit en B2B ou en B2C, peut trouver son créneau, peut trouver son audience. Le tout, c'est d'arriver déjà à identifier qui est sensible à ça, qui est prêt pour payer ça. Euh, mais je dirais, il faut de tout pour faire un monde et on trouve forcément son audience. Ouais, ça, c'est pas. Enfin, moi, là-dessus, même si c'est niche, mais quand c'est niche, ben, on se positionne sur la valeur, on vend plus cher, on vend différemment. Enfin, voilà. Alors après, le ROI, euh, c'est quoi la question exactement? Est-ce qu'ils sont focus sur le ROI? Ouais, est-ce que c'est un élément de vente? Le fait de dire que la solution que l'on promeut ou que l'on vend à ce client-là lui permet de générer un ROI, donc, potentiellement que cette solution peut être autofinancée ou qu'elle peut en tout cas lui permettre d'économiser des dollars, Mm. par Mm. exemple. Voilà. Ouais. Alors,
Oui, clairement, parce que ça rejoint le constat suivant, c'est que ça marche toujours mieux de parler de bénéfices clients. Voilà. Ok. Nous, on a tendance, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur du B2B, des sujets un peu techniques compliqués, voire de la deep tech, type blockchain, etc. On a tendance à expliquer le process, du pourquoi, du comment, pourquoi c'est mieux, parce que c'est cela. Mais finalement, ce qui importe à la fin, même en B2B, c'est le bénéfice final. Voilà. Donc, si le bénéfice final, c'est save money, si le bénéfice final, c'est save Ouais. time, work better, etc., c'est ça qu'ils veulent entendre, même en B2B. Moi, j'ai travaillé sur la réfrigération commerciale, c'était des compresseurs frigorifiques, mais on parlait de nuisance, enfin, justement, de enfin, limite des nuisances sonores, des vibrations, de la chaleur dans les jambes, des clients finaux. Alors qu'on vendrait ça à des installateurs. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. C'est un bénéfice à la clé. Mm. Oui, je renchéris effectivement Financier. le propos de Bérangère. Nous, on dit souvent, il ne faut pas passer beaucoup de temps sur le pourquoi, la techno, etc., mais plutôt le comment. Le comment, c'est les bénéfices, c'est pourquoi il va utiliser, enfin, comment il va utiliser votre solution et tout de suite raccrocher un ROI. Et ça, ils adorent. Ça va vous enlever, enfin, ça va vous diviser les coûts par 2, par 3, ça va vous améliorer ce que disait Bérangère. Vous allez aller plus vite, ce sera moins cher. Voilà, il faut que ce soit simple quoi, dans les messages. Voilà. Mais, si je peux me permettre, ces bénéfices-là, il faut être sûr qu'ils sont différenciants par rapport aux concurrents. Mhm. Donc, parce que sinon, moi, j'ai l'impression que je fais, voilà, je fais les choses bien, mon produit il est bien, ok, d'accord. Mais derrière, si je ne connais pas ce que font mes 3, 4 principaux concurrents et que je ne propose pas quelque chose en plus, ça sert à rien. Surtout que je vais pas m'embêter à bosser avec une boîte étrangère quand j'ai une boîte plus facile qui est près de moi, avec qui je peux signer un contrat plus vite. C'est ça aussi. Donc, il faut toujours faire plus, parce qu'en plus, se dire, nous, on part de plus loin. Je veux dire, on a notre accent français, on n'a pas peut-être de personnes sur place, ou alors, enfin, donc, on doit faire encore plus nos preuves. Donc ça, il faut le garder en tête aussi. Mais bon, rien n'est infaisable, hein, sinon on n'y arriverait pas. Et il y en a qui arrivent. Donc la preuve, c'est juste qu'il faut, c'est pas facile, c'est un process qu'il faut appliquer. Chaque étape est importante. Rien ne doit être laissé au hasard. Rien. Ça rejoint les cas concrets, là, justement les cas de réussite. Intéressant à bien creuser pourquoi certaines entreprises ont réussi, Content Square par exemple, et ceux qui ont un peu échoué. Et on va retrouver toutes les notions dont a parlé Bérangère. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il est 42, on ne veut vraiment pas prendre plus de temps que ça. Sinon, on va clôturer la séance. Ben, on va peut-être clôturer, Virginie. Ça marche. Donc du coup, quelle est la suite? Comme je l'ai dit en introduction, en fait, nous sommes dans une série de webinaires et donc vous aurez en effet, comme nous le prévoyons, un petit mail vous envoyant le replay d'une part et puis surtout les prochaines étapes également. Donc pensez bien, la prochaine date, c'est le 13 mai et on va parler de stratégie commerciale. Donc, au mois de mai, il y aura 2 rendez-vous, le 13 mai et le 20 mai. Le 20 mai sera consacré à évoquer justement la Learnext qui est prévue sur 4 jours au mois d'octobre. Donc voilà. Donc ça sera les prochaines communications que nous vous transmettrons et on sera ravis de vous retrouver sur ces prochains rendez-vous. Super, merci. Dans l'attente, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci de votre participation à tous.